Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire AJE. Merci aux orateurs pour leur participation. Merci à tous les inscrits également qui nous rejoignent, assez nombreux finalement pour ce webinaire, qui porte sur l'impact du réchauffement climatique sur le travail en extérieur. Nous serons peut-être évidemment amenés à parler aussi de l'impact sur le travail intérieur, mais on va essayer de se centrer sur cette problématique bien particulière, parce que les métiers en extérieur souffrent déjà beaucoup du réchauffement climatique dans plusieurs régions du globe. Des modélisations ont montré une baisse des capacités de travail ou de la productivité dans divers secteurs, agriculture, bâtiments. Il s'agisse aussi des forces armées qui évoluent beaucoup en extérieur et qui sont de facto également concernées. On a pu noter que les émissions, au fur et à mesure que les émissions de CO2 augmentent, plus la planète se réchauffe et plus ce type de travail devient dangereux et moins productif. L'augmentation du stress thermique pourrait entraîner une perte de 80 millions d'emplois, fourchette basse. Les pays pauvres sont bien sûr les plus menacés. Alors, pour échanger sur ces thèmes qui sont, il est vrai, à la fois des thèmes de recherche émergents, mais sur lesquels les chercheurs se penchent de plus en plus, et un thème qui va devenir vraiment crucial dans les mois et années à venir. Nous avons avec nous Madame Catherine Sager, qui est économiste confirmée, chef d'équipe au département de la recherche du Bureau international du travail, qui a édité plusieurs rapports de l'organisation sur les conséquences du changement climatique sur le marché du travail, soit au niveau global ou régional ou sectoriel. Elle complétera elle-même sa propre présentation. Actuellement, elle travaille sur la transition juste dans les entreprises ou comment les entreprises anticipent les conséquences du changement climatique sur leur activité et leur main-d'œuvre. Nous avons également Kevin Jean, maître de conférence en épidémiologie au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Il enseigne plusieurs formations préparant au métier de la santé et de la sécurité au travail. Dans ses activités de recherche, il combine des outils d'épidémiologie et de modélisation mathématique pour l'évaluation de stratégies de prévention dans les domaines des maladies infectieuses et plus récemment sur l'évaluation en santé de scénarios de transition énergétique. Alix Romagnac ne m'avait pas envoyé sa petite présentation, mais il le fera lui-même. Donc, c'est le président PDG de Predict Service, que nous avons le plaisir de voir de temps à autre dans les médias lors de crises, on peut appeler ça comme ça, d'épisodes climatiques extrêmes. Je vais tout de suite passer la parole à Catherine Sager et lui proposer donc d'introduire le sujet. C'est à vous, Catherine. Merci Esther. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ces discussions et je remercie l'association pour son intérêt dans les travaux du PIT. Je vais commencer ma présentation par les raisons pour lesquelles l'OIT s'intéresse à cette question, quelle est notre contribution au débat. Ensuite, je passerai à notre objectif lorsque nous avons préparé ce rapport à la demande de notre conseil d'administration. Ensuite, très rapidement, j'aborderai la méthodologie et enfin nos principaux résultats. Donc pour commencer, l'OIT s'intéresse à l'impact du changement climatique, vous l'avez dit Esther, du point de vue du marché du travail, de la création, de la destruction d'emplois pendant la transition, bien sûr de la qualité de ces emplois et de la nécessité de protéger les travailleurs qui vont perdre leur emploi. Et aussi, bien entendu, il s'agit de former la main-d'œuvre aux besoins du marché du travail. Donc on a beaucoup publié là-dessus. On a publié un rapport au niveau global qui montrait que 24 millions d'emplois seraient créés par la transition énergétique d'ici 2030 au niveau global, excusez-moi. En ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, l'une des grandes questions pour nous est celle de la santé et sécurité au travail, sur des lieux de travail qui peuvent être parfois pollués ou, comme dans la discussion aujourd'hui, de la protection des travailleurs lors d'épisodes de vagues de chaleur ou de stress thermique. Du point de vue du marché du travail, le stress thermique est un risque pour la santé des travailleurs, pouvant parfois conduire à leur mort, y compris, comme on l'a vu en 2003, sur des chantiers de construction en France, puisqu'on a un petit pic de mortalité des jeunes hommes
à cette époque. C'est également un risque pour l'activité des entreprises, plus globalement pour le développement des pays. Par exemple, le stress thermique rend plus incertaine la réalisation de certains objectifs comme la réduction de la pauvreté, vaincre la faim, la santé, le développement urbain durable, etc. Les gens qui ont un travail physique et ceux qui travaillent à l'extérieur, comme par exemple la construction, l'agriculture, mais aussi la collecte des déchets, le tourisme, le sport, l'armée, sont plus touchés, mais le stress thermique est également très présent dans certaines usines, par exemple des usines de textiles, ou même dans nos bureaux. Les grandes villes sont plus souvent affectées que les campagnes, car, comme on le sait, la température atteint des niveaux plus élevés, parfois jusqu'à 8 degrés de différence entre le centre-ville et la campagne alentour. Maintenant, l'objectif de l'OIT, dans la préparation, dans la réalisation de ce rapport qui s'appelle en français « Travailler sur une planète plus chaude, l'impact du stress thermique sur la productivité », qui a été publié en 2009. Notre objectif, c'était d'informer les acteurs du marché du travail, c'est-à-dire, premièrement, les ministères du travail, les entreprises, les syndicats, et nous tous, de les informer au niveau global sur l'étendue du risque de stress thermique et également sur les solutions, parfois des solutions très simples ou parfois très complexes qui permettent des années à mettre en place comme l'adoption d'une politique de santé et sécurité au travail avec un niveau stress thermique. Alors, troisième point de ma présentation, la méthodologie. Donc, nous avons des données globales pour tous les travailleurs. On connaît leur secteur d'activité. On a 4 secteurs d'activité, agriculture, construction, services, industrie, qui est associé, bien entendu, à un risque de stress thermique différent, également qui est associé pour chacun de ces secteurs à un niveau d'effort de travail qui peut être très intense. L'agriculture est un travail physique très intense, la construction est beaucoup moins pour l'industrie et encore moins pour les services. Donc pour tous ces travailleurs, on a leur secteur d'activité, leur niveau d'effort. On connaît à 50 km près la température de leur localité et on sait également de combien leur productivité baisse pour chaque niveau d'effort et chaque niveau de température. Donc en fait, c'est très simple. Ça paraît compliqué, mais c'est extrêmement simple. Et donc, de cette façon-là, on peut estimer la perte de productivité, la perte des heures de travail pour tous les travailleurs. Je vous donne un exemple. Pour un travailleur agricole, on estime que la productivité baisse de 50% pour une température d'environ 35 degrés. Une température, bien entendu, standardisée. C'est-à-dire que ce travailleur perd une demi-heure de travail toutes les heures. Donc, si on agrège au niveau global, on arrive à notre résultat, à notre estimation mondiale de 2,2% d'heures travaillées en moins en 2030. Maintenant, je voudrais partager avec vous des résultats. Je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc, nous ne sommes pas à la bonne page. Donc, voilà notre résultat principal. Alors, pour des raisons que je n'explique pas, on ne voit pas du tout les régions. Donc là, vous avez la perte de PIB. On peut transformer les heures de travail perdues en points de PIB perdus, en points de croissance perdus. C'est peut-être plus facile. Effectivement, la ligne du pays se chevauche avec la légende sous le graphique. Hein, oui, c'est ça. Alors, en fait, donc là, vous avez pour la première sous-région, donc on a une vingtaine de sous-régions, on estime que l'Asie
du Sud va perdre 5,2 points de croissance en 2030 par rapport à un scénario où il n'y a pas de changement climatique, il n'y a pas de stress thermique. Ensuite, une région également très affectée, c'est l'Afrique de l'Ouest, 4,8% de points de PIB perdus, suivi par l'Asie du Sud-Est et l'Afrique centrale. Donc ça, c'est les 4 sous-régions en rouge les plus affectées par le stress thermique. Ensuite, si on regarde l'autre extrémité du graphique, on a des régions qui sont très peu touchées, par exemple l'Europe. Toutes les régions européennes, il y en a 4 ici, elles sont très peu affectées. C'est également le cas de l'Afrique australe, assez peu touchée, et l'Asie centrale. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer? Donc, je voulais vous montrer la diapo suivante. Et ça ne marche pas. Donc, pendant que je la cherche, donc là, en fait, la diapositive suivante, elle montrait, là, on a vu une présentation par région. On peut aussi montrer quels sont les 10 pays les plus touchés. Donc, les 10 pays les plus touchés, il y a 8 pays qui font partie de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger. Et là, on parle de perte de productivité, de perte d'heures travaillées qui vont jusqu'à 9% par rapport à une situation où il n'y a pas de stress thermique, pas de changement climatique. Et donc, 8 pays sur 10 font partie de l'Afrique de l'Ouest. Et sinon, on a également le Cambodge, qui est un pays très touché. Et donc, on voit bien quand on énumère ces pays, qu'il s'agit déjà de pays où il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'emplois informels, des pays qui sont déjà aussi très chauds et qui vont devenir encore de plus en plus chauds et où il sera de plus en plus difficile de travailler, surtout dans l'agriculture et surtout sur les chantiers de construction. Maintenant, on peut aussi regarder, j'avais un troisième graphique à vous montrer qui était vraiment pour nous le plus intéressant puisqu'il fait le lien entre nos résultats et le marché du travail et qui montre le lien entre l'étendue du stress thermique par pays et par région et des variables de la qualité du marché du travail comme l'accès à la protection sociale, le niveau de l'emploi informel, le niveau de pauvreté, etc. Et là, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a une forte association entre le risque de stress thermique et l'absence de mécanismes de protection des travailleurs ou au contraire l'étendue de l'informalité et de la pauvreté. Catherine, vous pourriez peut-être envoyer ce graphique en simple capture d'écran à Yannick, si vous avez son mail ou à moi, et puis on pourra nous le partager. Oui, alors oui, peut-être pas tout de suite. Si, tout de suite, non, ça va être compliqué là. Alors, en tout cas, j'allais passer aux solutions. Juste avant, je veux revenir aussi sur les secteurs les plus touchés. On estime que c'est la construction, l'agriculture qui est le secteur le plus touché, avec 60% des pertes totales de productivité dans ce secteur. Et enfin, un dernier lien qui va peut-être vous intéresser, qui est celui avec la migration. On estime aussi que plus il y a de stress thermique, plus les gens sont incités à migrer, soit que leur revenu, leur niveau de vie se détériore, soit qu'ils espèrent mieux ailleurs. Maintenant, en termes de solutions, très rapidement, il y a des solutions qui sont très simples à mettre en œuvre contre le stress thermique. Et la première, c'est d'informer les populations, les travailleurs, les entreprises sur les températures, les vraies températures sur le lieu de travail. Ça a l'air de rien, mais même en Afrique, on n'a pas toujours cette information. Il suffirait de la diffuser par radio. Deuxièmement, la formation. Il faut apprendre aux gens à reconnaître chez soi et chez les autres les risques, les signes, les premiers signes de stress thermique pour pouvoir mettre en œuvre l'aide, pour avoir apporté de l'aide à ses collègues et à soi-même. Ensuite, on peut adapter les horaires de travail. C'est fait dans les pays du Golfe, c'est fait dans nos pays à nous, sur les chantiers de construction, l'été, lors d'épisodes de vagues de chaleur. Et bien entendu, nous recommandons que cette adaptation de l'organisation du travail se fasse en
collaboration avec les partenaires sociaux. Donc, on a toute une série comme ça de mesures qui vont jusqu'à la mise en place d'une politique de santé, sécurité au travail, de formation, de prévention du risque, avec une définition du rôle de l'inspection du travail, etc. C'est possible de mettre en place une telle politique, certains pays le font. Maintenant, il faut plusieurs années de collaboration entre l'OIT et ces pays-là pour que ce soit le cas. Et voilà, avec ces quelques solutions qui peut-être seraient intéressantes pour la discussion, je vais terminer ma présentation. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce qu'on fait un petit temps d'échange maintenant ou alors, est-ce que vous avez… Oui, je vais demander donc aux participants, effectivement, est-ce qu'ils ont d'ores et déjà des questions? Sinon, on enchaîne directement sur Kevin Jean. Alors moi, j'aurais une question. Peut-être, si vous parlez d'adaptation, enfin d'informer sur la température réelle au niveau de la chaleur parmi les mesures de prévention, mais cette température réelle, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a une limite qui a été fixée au-delà de laquelle on ne pouvait pas travailler? Parce que en France, j'ai cru comprendre qu'il n'y en avait pas. De ce que m'ont dit justement médecins du travail et inspecteurs du travail, le problème c'est qu'il n'y a pas de température limite au-delà de laquelle il serait interdit ou déconseillé de travailler. Oui, comme vous le savez, ces températures, ce n'est pas la température du thermomètre ou celle qui est de radio de Météo France. C'est le stress thermique, il dépend de la température, mais aussi de l'humidité, de la radiation, est-ce qu'on est exposé, est-ce qu'on est à l'ombre, est-ce qu'on est au soleil, etc. Donc, en fait, c'est déjà très difficile d'obtenir la vraie information sur la température exacte. Et souvent, on voit que même dans les pays du Golfe, qui ont des températures autrement plus élevées que les nôtres, il y a parfois une interdiction de travail dans le cas de températures extrêmes, mais pas systématique, aussi parce que il est aussi difficile d'avoir cette information sur la température réelle sur le lieu de travail. Donc, il n'y a pas, y a pas de limite, en fait, de température, une température de sécurité au-delà de laquelle il serait dangereux de travailler, quoi. Ça n'a pas été… Si, il y a une température physiologique. Physiologique, oui, bien sûr, quand on dépasse 37 degrés. Mais donc, physiologiquement, normalement, au-delà d'une température extérieure de 37,5, on ne devrait pas travailler. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas 37,5, c'est 37,5 avec plein d'autres conditions. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus dans mon topo. Très bien. Alors, on va vous passer la parole, alors, Kevin. Ok, très bien. Merci beaucoup à vous. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, vous voyez mon écran? Très bien. Très bien. Et si je passe en diapo pleine, là, vous avez la diapo pleine? Super. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré d'avoir été invité sur ce sujet. Donc. Et je vais orienter un tout petit peu mon propos un peu plus sur, on va dire, les outils d'évaluation et d'évaluation à la fois des risques et de l'impact de mesures de prévention. On va le voir un petit peu et je vais revenir un petit peu également sur des travaux internationaux qui, je pense, viendront compléter un petit peu ce qui a été dit par Catherine Saget et qui pourra rebondir, compléter au besoin. Donc, Esther Hamar m'avait présenté, donc je suis enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, où j'enseigne dans les métiers de la santé et sécurité au travail et où je pratique l'épidémiologie et la modélisation. Et j'ai également, pour que vous sachiez d'où je parle, de quel point de vue je m'exprime, je suis également membre de différents collectifs, à chaque fois en tant que bénévole, tout ça c'est un engagement bénévole, engagé sur la question climatique, donc à la fois le collectif Labo 1.5, qui est un collectif de chercheurs engagés sur les impacts des pratiques de recherche, les impacts environnementaux des pratiques de recherche, membre d'une association qui s'appelle Sciences Citoyennes, qui travaille à la réappropriation citoyenne démocratique des sciences, et avec ces différentes casquettes, je participe de différentes façons au mouvement climatique. Et voilà, donc c'est pas un conflit d'intérêts dans le sens où tous ces engagements sont bénévoles, mais c'est toujours mieux de savoir de quel point de vue quel point de vue s'exprime. Donc les alertes sur la question
des effets sur la santé du réchauffement climatique, elles ne sont pas nouvelles, hein. Ici, j'ai repris un graphique que je trouve très intéressant dans le précédent rapport de synthèse du GIEC, hein, le rapport de 2014, qui essayait de hiérarchiser les effets du réchauffement climatique sur la santé. Ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, on pense, sous nos latitudes, quand on pense réchauffement climatique et santé, on pense aux maladies vectorielles, au paludisme qui va remonter vers le nord et autres. Et en fait, le GIEC nous disait en 2014 que pour un réchauffement climatique de 1,5 degré, les principaux effets pour la santé se font sentir sous l'effet de la chaleur, donc de vagues de chaleur, mais également des effets sur la nutrition du fait des pertes de rendement agricole. Mais ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que dès 2014, le GIEC avait identifié des pathologies liées au travail comme un souci, qui arrivait quand même dans les premières causes, les premières causes d'effets sur la santé du réchauffement climatique. Sachant encore une fois que le GIEC, vous savez, fait la synthèse de travaux antérieurs. Donc, dès les années 2010, on avait déjà des éléments probants sur ces effets du réchauffement climatique sur la santé au travail et les pathologies liées au travail. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce sont les projections pour un réchauffement à 1,5 degré, pour un réchauffement beaucoup plus important à 4 degrés. Donc, on voit que dans toutes les dimensions, en gros, les effets sur la santé vont exploser. Toujours des nutritions, chaleur, les maladies liées à l'eau et à la nourriture, mais on voit également que sous des projections de réchauffement climatique plus importantes, là, les pathologies liées au travail deviennent vraiment très préoccupantes en termes de conséquences sur la santé. Donc, encore une fois, le propos ici, c'est de dire que dès le précédent rapport de synthèse du GIEC, cette thématique avait été identifiée. Et encore une fois, on a une science qui est faite. Alors, je suis allé regarder, on en avait parlé un tout petit peu avant le début du séminaire, aller regarder ce qu'il y avait dans le dernier rapport du GIEC, le rapport du groupe 2 qui est sorti ce lundi. Dans les résumés seulement, j'ai regardé rapidement, j'ai pas eu le temps de m'y plonger complètement. J'ai pas dans les résumés trouvé de points spécifiquement liés à la santé des travailleurs. Néanmoins, on a quand même quelques éléments qui peuvent être assez liés à ces questions, notamment les effets des vagues de chaleur, de la morbidité, la mortalité liée à la chaleur sous différents scénarios d'adaptation. Et on voit bien que c'est vraiment une thématique importante, encore une fois, ces vagues de chaleur. Mais là, ce n'est pas spécifique pour la population de travailleurs. Quelques éléments là aussi sur le stress thermique, spécifiquement en Europe. On voit que l'Europe n'est pas épargnée par le stress thermique. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Voilà, j'ai essayé de repérer un petit peu ce qui s'était fait dans le tout dernier rapport, mais je n'ai pas eu le temps de me plonger. Et je pense qu'en plus, il y a sans doute des résultats intéressants, mais qu'il va falloir aller chercher dans le rapport complet du groupe 2 qui fait 3000 pages. Et je n'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, mais ce sera intéressant, à mon avis, d'aller voir un peu ce qui s'y fait. Et donc, sur cette question plus spécifique des effets du dérèglement climatique sur la santé des travailleurs, encore une fois, c'est un peu comme la question du dérèglement climatique. On a l'impression de redécouvrir le problème à chaque rapport, mais la science, les éléments scientifiques sont là depuis assez longtemps. Un des premiers rapports francophones qui a été produit par l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail au Québec en 2012, et donc il rapportait les travaux de la science, d'études scientifiques faites avant 2010. Donc on avait déjà, encore une fois, ces éléments. Moi, j'avais cité ce rapport de l'OIT qui avait fait un peu de bruit en 2016, qui chiffrait notamment le fait que 20% de la productivité pourrait être menacée d'ici le milieu du XXIe siècle du fait du réchauffement climatique. Et en France, on a le dernier rapport en date assez complet, c'est celui de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, l'ANSES, qui a fait ce rapport en 2018, une expertise collective sur la question. Je vais revenir un tout petit peu sur ces résultats parce qu'ils sont quand même intéressants. Et donc voilà, même dans le milieu francophone, on a pas mal de résultats sur ces questions, mais encore une fois, on a toujours ce sentiment qu'on redécouvre le problème à la faveur d'un rapport publié, d'une étude scientifique, alors qu'encore une fois, c'est identifié de longue date dans la littérature scientifique. Alors, pour revenir un tout petit peu sur les effets de la chaleur sur la santé, donc on est des organismes, les êtres humains sont des organismes à sang chaud, et donc avec une température interne qui fluctue autour de 37 degrés et qui est régulée par des mécanismes physiologiques, si cette température augmente ou diminue trop. Le principal mécanisme de thermorégulation face à des augmentations de la chaleur interne, c'est la transpiration, évidemment. Mais la capacité de s'adapter à des températures élevées, elle dépend donc d'une part de ces mécanismes de thermorégulation qui eux-mêmes vont dépendre
dépendre à la fois de la température extérieure va jouer sur la température interne, et on en a parlé un petit peu, un facteur qui est très important et qu'on commence à prendre en compte, c'est l'humidité également. Donc la faculté de transpirer, de réguler sa température par transpiration, elle dépend beaucoup de l'humidité de l'air ambiant. C'est ce qui fait qu'on supporte beaucoup plus une chaleur de 40 degrés dans une atmosphère sèche, par exemple, qu'une chaleur de 35 degrés dans une atmosphère saturée d'humidité. Et donc, vraiment, il y a vraiment, en tout cas, ces deux facteurs climatiques qui sont très importants pour la régulation de la température interne. Ce n'est pas seulement la température, c'est la température et l'humidité. Et donc, selon ces deux facteurs climatiques, les capacités du corps humain à se réguler vont parfois commencer à être un peu dépassées. Et donc, quand la température interne s'approche de 38-39 degrés, on commence à en ressentir des effets sous forme de crampes musculaires, d'œdème. Quand on passe les 39 degrés, on arrive sur des choses un peu plus importantes, comme les syncopes, les épuisements. Donc là, ce qu'on appelle communément les coups de chaleur. Et à partir de 39-40 degrés, là, il y a même risque de décès. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut beaucoup plus s'intéresser au phénomène qu'on appelle les chaleurs humides que le seul paramètre de la température. C'est un point qui est important. On a, dans les modélisations climatiques, on arrive à modéliser ce paramètre. Je vais en reparler un tout petit peu plus tard. Les effets sur la santé, les effets de la chaleur sur la santé, ce qui est intéressant également, c'est qu'ils vont se faire sentir sur plusieurs voies métaboliques. On n'a pas que, encore une fois, ces stress de chaleur, c'est ce phénomène d'hyperthermie, mais on va avoir des répercussions de la chaleur sur la santé respiratoire, les capacités respiratoires, ce qui va être important pour des populations vulnérables et des personnes asthmatiques notamment, les fonctions rénales, cardiovasculaires, et des effets qui sont un peu moins connus, mais qu'on commence à mettre en avant. Ce sont les effets cognitifs. La chaleur a un effet sur la fonction cognitive, et on va en reparler, mais ça va avoir notamment un effet sur la faculté de vigilance, d'apprentissage, ce genre de choses, et les effets psychiatriques également. On a des effets psychiatriques de la chaleur. On sait que les agressions entre personnes, les violences entre personnes augmentent lors des phénomènes de pic de chaleur, et quelque chose qui est plus connu, la périnatalité, donc pour les femmes enceintes et les enfants. Ce qui fait qu'en fait, dans des conditions, encore une fois, de chaleur, d'humidité, ou de canicule, pour le dire vite, qui vont être plus ou moins intenses, on va avoir des personnes à risque qui vont être identifiées. Donc, les premières personnes à risque sont évidemment les personnes âgées ou les enfants, les femmes enceintes. Mais au fur et à mesure que les températures augmentent, alors on va avoir un risque pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques. On en a parlé, des maladies respiratoires notamment. Les travailleurs sont des personnes à risque là aussi. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'à partir de certains seuils de chaleur et d'humidité, et notamment dans les zones urbaines avec ce phénomène d'îlot de chaleur urbaine, toute la population devient à risque. Finalement, on n'a plus personne qui n'est plus à risque sous des conditions de chaleur et d'humidité qui sont très importantes. Et donc là, on a un phénomène qui menace toute la population et pas seulement quelques populations vulnérables. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur les conclusions de ce rapport de l'ANSES parce qu'il est très intéressant j'ai trouvé en termes de mécanismes par lesquels le réchauffement climatique affecte la santé des travailleurs. Et donc, il met le doigt sur trois types de mécanismes différents. Le premier, c'est évidemment la hausse des températures, et notamment lors d'événements extrêmes, de vagues de canicule, pour le dire vite. Et on sait qu'avec le réchauffement climatique, ces événements extrêmes, ces canicules vont devenir plus fréquentes, plus intenses, plus longues, et donc on va avoir ces effets, encore une fois, d'hyperthermie. Des effets qui sont peut-être un peu moins identifiés, un peu moins connus, c'est également la modification de l'environnement biologique et chimique. Donc l'environnement biologique, ça va être éventuellement les maladies infectieuses ou les vecteurs de maladies infectieuses qui vont voir leur distribution géographique qui va être modifiée et parfois qui va remonter vers le nord. Donc ça nous concerne en France. On sait qu'on va commencer à avoir des transmissions autochtones de Zika, notamment dans le sud de la France, mais également l'environnement chimique, parce que la température et les paramètres climatiques vont également avoir une influence sur la pollution atmosphérique, les pics de pollution à l'ozone notamment, et donc via le réchauffement climatique, on a également des modifications de l'environnement chimique. Et enfin, un troisième point, c'est la hausse et la fréquence de l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes, cette fois-ci autres que les canicules, donc les phénomènes de pluie torrentielle, de submersion, de glissement de terrain, de feux de forêt, qui là vont avoir des répercussions principalement sur la santé mentale des travailleurs. Et donc, si on regarde d'un peu plus près ce qu'on va trouver comme sous-mécanisme au sein de ce premier mécanisme qui est la hausse des températures, je le trouve intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment, en lien avec la hausse des températures, le phénomène d'hyperthermie, dont on a déjà parlé, le fait qu'on dépasse les capacités de thermorégulation du corps humain, et donc on a des risques de coups de chaleur, voire même des risques de décès chez les travailleurs, notamment ceux qui ont une activité physique importante et qui ne peuvent pas se protéger du fait
travail en extérieur par la climatisation. Mais ce qui est important, c'est de bien voir qu'il n'y a vraiment pas que ce risque de stress thermique. On a également un risque très important de baisse de vigilance qui s'explique notamment par la perturbation du sommeil. Donc, en phénomène de vague de chaleur, de canicule, on dort moins bien. On a besoin d'une température plus basse la nuit pour dormir. Et en période de canicule, le sommeil est impacté. Et ça se traduit par de la baisse de vigilance, mais également des phénomènes comme un accroissement de l'irritabilité. On est beaucoup plus irritable, beaucoup plus fatigué, irritable en période de vague de chaleur. Et ça peut exacerber les risques psychosociaux. Donc, la baisse de vigilance, ça a un impact très évident sur le risque d'accident de travail pour beaucoup de métiers. Et les risques psychosociaux, les risques entre collègues, relations avec le public, on a des risques qui vont toucher tous les types de travaux. Et donc, c'est vraiment ce que je voudrais insister là-dessus, c'est que les travailleurs extérieurs sont bien sûr les plus exposés, notamment de ce phénomène d'hyperthermie face auxquels ils sont les moins protégés, mais par ces mécanismes de baisse de vigilance et d'exacerbation des risques psychosociaux, tous les travailleurs sont exposés à ces risques induits par le réchauffement climatique au travail. L'ANSES a une autre façon de le dire. Dans le domaine des risques professionnels, on a plusieurs grandes classifications des familles de risques professionnels. On a des listes de 17-18 risques. Ici, j'ai repris la liste de l'ANSES qui classifie 17 grandes familles de risques professionnels. Vous voyez qu'on a des risques de chute de plein pied, risques de toxicité, risques biologiques, électricité. L'ANSES a évalué donc, dans son rapport 2018 que sur ces 17 risques liés au travail, en fait, on avait presque tous qui seraient affectés par le réchauffement climatique, à l'exception du bruit et du rayonnement. Des risques liés au bruit et au rayonnement, tous les risques professionnels seront affectés, principalement à la hausse, seront augmentés par le réchauffement climatique, notamment, donc encore une fois, par ces risques liés à l'hyperthermie, mais également par les risques liés au phénomène de baisse de vigilance, d'irritabilité, l'exacerbation des risques psychosociaux. On a virtuellement tous les risques, à part 2 risques qui sont un peu anecdotiques, bruit, rayonnement, qui vont être augmentés par le réchauffement climatique. Donc ici, je vous ai fait la synthèse de l'ANSES, plutôt une synthèse là un peu qualitative, mais avec des éléments, des modélisations qui combinent climat et santé, dont Catherine Saget a un petit peu parlé. On a également des estimations de la taille de la population qui va être impactée par ces changements de température et son impact sur la productivité. Et ici, j'ai repris les principales conclusions d'un travail de 2018 que j'avais trouvé très complet sur la question, qui s'intéressait au nombre de personnes qui vont être exposées à des conditions climatiques. Et donc là, on est sur des conditions climatiques combinées de température et d'humidité. Les anglo-saxons ont un truc qu'ils appellent le wet bubble thermomètre. C'est le thermomètre mouillé, c'est la traduction française. C'est une mesure climatique, une mesure de paramètres climatiques qui combine à la fois la température et l'humidité. En français, j'ai trouvé la traduction en français de thermomètre mouillé, mais je ne sais pas à quel point c'est utilisé. Mais en tout cas, voilà, c'est cet indicateur qui permet de prendre en compte à la fois la température et l'humidité. Et donc, ces chercheurs, une équipe anglaise, a défini des seuils au-delà duquel ils pensent que les conditions ne sont plus travaillables. Une personne normale ne peut plus travailler au-delà d'un certain seuil de cette température mouillée, température humide, phénomène de chaleur humide, et voir des seuils auxquels on a risque de décès. Donc là, je vais vous présenter les résultats sur les risques sur la travaillabilité, des conditions au-delà desquelles les conditions ne sont plus considérées comme travaillables. Et donc, les chercheurs ont combiné ça avec des projections de modèles climatiques. Les modèles climatiques arrivent très bien à prédire ce que sera la température de surface et l'humidité, les régimes d'humidité sous différentes hypothèses d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en gros, vous avez ici différentes projections de modèles climatiques, mais la courbe en noir, c'est la médiane des différents modèles, des différentes projections de différents modèles. Donc là, ici, il y avait 4 modèles qui avaient été utilisés pour cette estimation. La médiane est en noir. Donc ici, vous avez en gros la température à la surface de la planète. Donc c'est une mesure quelque part du réchauffement climatique global. Donc vous savez que d'après le dernier rapport du GIEC, on est déjà à 1,1 degré de réchauffement. Et ici, en ordonnée, ce que vous avez, c'est le nombre de personnes à l'échelle de la planète qui vont être exposées à des conditions non travaillables au moins un mois par an. Au moins un mois par an. Ça ne veut pas dire on n'arrive pas à travailler 1 ou 2 jours dans l'année, on n'arrive pas à travailler pendant un mois par an, du fait, encore une fois, des conditions combinées de chaleur et de température. Et en fait, ce que nous dit ce graphique, c'est que quand on arrive à peu près à un réchauffement climatique global de 2 degrés,
alors on n'est pas loin d'avoir 1 milliard de personnes à l'échelle de la planète qui vont être exposées au moins 1 mois par an à des conditions qui ne sont plus compatibles avec le travail, à des conditions de chaleur et d'humidité qui ne sont pas compatibles avec un travail. Ici, vous avez la répartition géographique, donc ça reprend ce qu'a dit Catherine Saget juste avant. Les principales régions sous un réchauffement de 2 degrés, c'est principalement l'Inde, qui est une région très, très exposée du fait des conditions climatiques et également de la population, une population très importante. Donc, elle héberge, on va dire, une proportion très importante de ces travailleurs exposés. Là, c'est sous un réchauffement de 2 degrés. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Sous un réchauffement de 3 degrés, ces zones à risque, elles augmentent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en Europe, on a l'air assez préservé de ce phénomène. Par contre, les États-Unis ne le sont pas du tout. Ça, c'est quand même assez intéressant de le voir. Que sous un réchauffement de 2 ou 3 degrés, on a toute une partie de la côte est des États-Unis qui va être exposée à ces conditions non travaillables assez fortement. Et donc, un des points, et ça aussi, ça a été dit juste avant, qui est très important dans ces éléments, c'est l'effet que ça peut avoir sur le creusement des inégalités sociales. Parce que, évidemment, les travailleurs les plus impactés, ce sont ceux qui ne peuvent pas se protéger de ces vagues de chaleur, et notamment par la ventilation ou la climatisation. Donc, évidemment, les travailleurs extérieurs. Or, ces travailleurs extérieurs, ce sont ceux qui, généralement, ont les emplois les moins qualifiés, que ce soit du travail agricole, du travail dans le BTP. Et donc, ils font très généralement partie des populations les plus défavorisées. Et donc, si ce sont ces populations les plus défavorisées qui sont celles qui voient leur productivité et leur emploi le plus menacés, alors là, on a un très fort risque sur le creusement des inégalités sociales, encore une fois, avec ce phénomène qui fait que ce sera sans doute les populations les plus défavorisées qui vont avoir des pertes de revenus liées à cette perte de productivité. Donc voilà pour ces éléments sur ce travail qui, encore une fois, je l'ai trouvé assez complet sur la combinaison de projection de modèles climatiques sous différents régimes de réchauffement climatique et de taille de population exposée. Je voulais faire un tout petit point sur quelques résultats qu'on fait parler d'eux au début de l'année. L'équipe de Luc Persson qui a rechiffré en gros les pertes en productivité, en potentiel d'adaptation, des résultats du début d'année qui avaient été un peu repris dans la presse. Donc, ils ont réévalué à la hausse les pertes d'heures travaillées sous le régime actuel de réchauffement climatique, les pertes contemporaines au niveau actuel, c'est-à-dire avec le réchauffement actuel qui est de 1,1 degré. Et ils ont estimé qu'on est à environ 650 milliards d'heures de travail perdues par an à l'heure actuelle du fait du réchauffement climatique, ce qui correspond à 150 millions d'équivalents temps plein. Donc, encore une fois, ici, on n'est pas sur des projections, on est vraiment sur les niveaux contemporains de perte de travail. Et ils estiment que c'est grosso modo équivalent aux pertes de productivité liées à la pandémie Covid. Donc, tous les ans, on perd en heures de travail liées à des excès de température, d'humidité, à une pandémie Covid en termes de perte de productivité. La même équipe, dans un deuxième papier, avait regardé quel était le potentiel d'adaptation pour la productivité. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut récupérer dans ces heures perdues en changeant les horaires de travail. Et quand on dit changer les horaires de travail, ça veut dire travailler plus tôt le matin, généralement, à des températures plus fraîches. Et donc, ils ont estimé qu'on avait environ 30% de ces heures perdues qui étaient récupérables par un changement d'horaire de travail. Donc, c'est qu'une partie seulement de ces heures qui sont récupérables. Un tiers seulement des heures de travail sont récupérables en modifiant les horaires de travail, ce qui n'est pas sans conséquence pour la vie de famille, pour les conditions de travail des salariés. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce potentiel de récupération, entre guillemets, des heures de travail, il diminue avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire que si vous réchauffez à 3 degrés, le matin, il fait plus chaud plus tôt. Et donc, finalement, vous avez moins de périodes de temps auxquelles vous pourrez récupérer ces heures de travail perdues au cours de la journée. Donc, voilà pour des résultats un peu plus récents. Alors, quelle prise en compte on a par rapport à ces éléments d'évaluation du risque? Ici, je vous ai remis les recommandations de l'ANSES en 2018, donc dans le rapport que j'ai déjà cité. Et donc, en 2018, l'ANSES, en France, recommandait de promouvoir la sensibilisation aux effets du changement climatique, d'inciter les acteurs à prendre en compte, à anticiper ces risques dans leur démarche d'évaluation des risques et à poursuivre les efforts déjà menés dans la démarche de prévention des risques. Et en tout cas, à titre personnel, moi, ce qui m'interpelle un peu dans ces recommandations, c'est qu'elles sont quand même très modérées ou très faibles. On a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à faire. En tout cas, l'ANSES ne recommande pas des choses très, très fortes. On parle de sensibilisation, d'incitation à la prise en compte du risque, mais titre personnel, je n'ai pas l'impression qu'on a des recommandations à la hauteur de l'enjeu.
peut-être parce que ce n'est pas facile de les identifier, ces recommandations, mais en tout cas, ce que je trouve interpellant, c'est que les questions d'adaptation au changement climatique, les termes d'adaptation ou même d'atténuation, le fait que le secteur économique, les entreprises, les employeurs doivent collectivement essayer de maintenir leurs conditions climatiques de travail dans des conditions viables, travaillables, qui maintiennent leur capacité de production, de productivité, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, qui est pas mis en avant. Encore une fois, cette notion d'atténuation, le fait que une des mesures principales, c'est quand même de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas du tout mis en avant dans les recommandations de cette agence. Voilà, ce qui peut poser question pour en discuter. On sait qu'il y a des questions, effectivement, que ce n'est pas parce qu'une entreprise va réduire ses émissions de gaz à effet de serre qu'elle sera elle-même moins impactée par le réchauffement climatique, on le sait. Mais enfin, on a cet enjeu collectif qui, en tout cas, ne transparaît pas des recommandations de l'agence. Et on a, je trouve, un niveau de recommandation qui est assez édulcoré, peut-être, par rapport aux implications, on l'a vu, en termes de santé des travailleurs, de perte de productivité. Alors, comment on peut expliquer ça ? Je vais ouvrir un peu sur ces réflexions, ces outils. Un élément qu'il faut garder en tête, c'est que la santé-sécurité au travail dans les entreprises, là je parle principalement du contexte français, qui est celui que je connais le mieux, dans le contexte français, ces enjeux de santé-sécurité au travail, de prévention des risques, elles sont vues par les employeurs, par les entreprises comme une contrainte. Pour elles, c'est une contrainte réglementaire, c'est une obligation de l'employeur dans le Code du travail, et c'est quelque chose dans tout, on a fait beaucoup d'études qualitatives sur ces questions dans notre laboratoire, ça ressort systématiquement, la santé-sécurité, pour la plupart des entreprises, c'est une contrainte. Or, il faut vraiment passer à cette vision d'une contrainte vers une vision d'opportunité. Le fait que faire de la prévention de la santé-sécurité au travail, c'est quelque chose qui peut produire un retour sur investissement dans les entreprises. Et pour évaluer un peu, anticiper ce retour sur investissement, le documenter, il faut évaluer l'impact des politiques de santé-sécurité, des politiques d'adaptation, d'atténuation au réchauffement climatique, au risque climatique, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle des entreprises, et je vais en parler un tout petit peu. Et donc, ce travail de documenter les bénéfices pour les entreprises de politiques de santé-sécurité au travail au sens large, il est très peu fait. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, le premier exemple qui, pour moi, est un exemple assez important, il est dans il s'ancre dans le secteur du BTP, qui est là aussi le secteur, sans doute, un des secteurs les plus affectés par ces questions de risques liés au changement climatique pour la santé des travailleurs. Dans une publication de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, l'OPP-BTP, il y a cette étude qui avait fait une recension d'études de cas sur le retour sur investissement de mesures de prévention dans les entreprises. Et l'étude a montré que pour 1 euro investi dans la prévention des risques pro, le retour sur investissement s'élevait en moyenne à 2 euros. Donc, quand une entreprise investissait 1 euro dans la prévention, elle gagnait en retour plus de 2 euros. Donc, un retour sur investissement fort pour ces questions de prévention, avec un payback, le temps de payback était de 1,5 années, 1,2 années pour les petites entreprises. Donc, un retour sur investissement assez rapide. Vraiment. Que le fait que, contrairement à ce qu'on pense, ce taux de retour sur investissement, il est encore plus fort pour les très petites entreprises. Il y a environ de 3 euros de rendement pour 1 euro investi. Et donc, pourquoi je vous mets le doigt sur cette étude ? Parce qu'à ma connaissance, c'est la seule étude dont on dispose en France qui documente le retour sur investissement de politiques de prévention pour les entreprises. Et donc, dans ce contexte, encore une fois, où c'est très peu étudié, vous savez que le champ de la santé au travail, c'est vraiment le parent pauvre de la santé au public en France. Un des exemples, c'est le fait que la médecine du travail, dans les cursus de médecine, ce soit la dernière spécialité choisie. Enfin, il y a vraiment une sorte de mépris pour ces questions de santé au travail en France, à la fois dans le domaine médical et dans le domaine de la santé publique. On n'a qu'une seule étude qui date de bientôt 10 ans sur ces questions de retour sur investissement des politiques de prévention. Et donc, dans ce contexte général où on a vraiment du mal à mesurer l'impact positif de la prévention dans les entreprises, évidemment, anticiper un peu, prendre en compte et anticiper et s'adapter pour la prise en compte du réchauffement climatique, on ne peut pas s'attendre à faire des miracles dans ce contexte général français où, encore une fois, on a cette vision très, très liée au contrat. Deuxième élément, et là, je vais m'axer un tout petit peu plus sur, je vous en parlais, sur les outils. Donc là, je vais sortir un tout petit peu du champ strict de la santé au travail pour vous donner un exemple d'illustration
de ce qu'on peut faire pour évaluer l'impact sanitaire de stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. C'est toujours dans cette logique, encore une fois, de mesurer les bénéfices court terme que peuvent apporter des mesures d'atténuation, d'adaptation au réchauffement climatique. Et donc ça, dans le champ de la santé publique, on est très bien outillé pour le faire. On a ces études qui s'appellent des études quantitatives d'impact sanitaire, qui sont des études assez faciles à mettre en œuvre, hein, toutes choses égales par ailleurs, mais ça ne nécessite pas beaucoup de temps, ça nécessite un peu de temps de travail, mais on n'a pas un temps très long de collecte de données, et c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Je ne sais pas si c'est la peine que je détaille un petit peu la méthode. C'est quelque chose qui est, je pense, assez connu de l'audience aujourd'hui. En tout cas, l'idée, c'est de s'intéresser vraiment à une association entre une exposition et un effet sur la santé, une association qui a été prouvée comme étant causale par des études épidémiologiques ou toxicologiques. J'ai donné quelques exemples, mais on sait que la température, l'humidité ont un impact sur la santé, et ça, on peut le quantifier avec des relations dose-réponse, relation concentration-risque. C'est le cas également pour la pollution de l'air sur la santé. Un exemple, si vous augmentez de 10 microgrammes par mètre cube la concentration en particules fines dans l'atmosphère, alors le risque de décès va augmenter de 10%. Ça, c'est un exemple de relation concentration-risque. Je vais en parler un tout petit peu parce que vous allez voir que ça va être l'exemple suivant. On a également ces types de relations dose-réponse pour l'activité physique et la santé. Si pour une personne lambda, j'augmente son activité physique par exemple, si on augmente, excusez-moi, je reprends, on sait par des études épidémiologiques que 1h40 de vélo par semaine réduit le risque de décès toute cause de 10%. Ça, c'est une relation concentration-risque. Et maintenant, ce qu'on peut faire dans ce principe de ces EQUIS, les évaluations quantitatives d'impact sanitaire, c'est utiliser des scénarios, des modélisations pour voir comment l'exposition des populations va changer. Alors, quand je parle de scénarios, c'est des scénarios de type « et si ». Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, en ville, je réduis de 50% la place de la voiture et que je remplace 50% des trajets courts par du vélo? On peut combiner ça à des modèles atmosphériques ou climatiques. C'est ce que je vous ai montré avec les modèles climatiques. Qu'est-ce qui se passe si les émissions engendrent un réchauffement, les émissions de CO2 engendrent un réchauffement climatique de l'ordre de 2 degrés? Qu'est-ce qui se passe sur les conditions de travaillabilité? Et en croisant ces relations dose-réponse et ces évolutions de l'exposition des populations, alors on arrive à avoir ces évaluations quantitatives des risques. Ce chiffre, c'est typiquement ce qui a été fait pour l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le Lancet, qui chiffrait 1 milliard de travailleurs exposés au risque dans le cas d'un réchauffement de 2 degrés. Alors pourquoi cet outil il est très utile? Parce qu'il a plusieurs qualités. D'abord, il oblige, entre guillemets, les personnes, les chercheurs ou les personnes qui le déploient, à poser clairement sur le papier leurs hypothèses. Il faut exprimer très clairement ces hypothèses, et ça, c'est une qualité pour un travail, parce qu'on sait de quoi on parle. Deuxièmement, il permet de quantifier les incertitudes autour des estimations. Et troisièmement, ça fait un très, très bon outil. Ça, c'est un très bon outil de dialogue entre scientifiques et politiques. Pourquoi? Parce qu'on peut assez facilement, avec cet outil-là, évaluer différents scénarios. Donc, je vous ai parlé du scénario, qu'est-ce qui se passe si on remplace 50% des trajets courts de la voiture au vélo? Et bien, voilà, si vous dites, non, finalement, je n'ai pas envie d'en remplacer 50%, mais 60-70%, on peut très facilement modifier un peu les paramètres de cet outil pour voir quels sont les surgains en santé. Et donc, ça en fait un outil très important pour le dialogue entre scientifiques et décideurs publics. Or, cet outil, il est pour l'instant assez peu utilisé dans le domaine des politiques publiques en France. Je vais vous donner un exemple très court. Encore une fois, je sors un peu du champ de la santé au travail, mais c'est pour vous expliquer, pour illustrer le fait qu'on peut le déployer assez vite, cet exemple, et très vite mesurer des retours en termes de santé, en termes monétaires, de politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. C'est un travail qu'on réalise en ce moment avec Philippe Quirion du CNRS, où on mesure les bénéfices sanitaires du scénario de transition énergétique, le scénario Négawatt, donc, qui est réalisé par l'association Négawatt, qui est un scénario qui vise la neutralité carbone en 2050. Et donc, l'hypothèse de scénario, c'est notamment qu'une grande partie des trajets courts en ville va passer de la voiture au vélo. Et donc, en passant d'un transport passif à un transport actif, on augmente l'activité physique de la population. Et via cet exercice, on peut mesurer le nombre de décès évités. Et pour le dire très vite, avec ce scénario Négawatt, en gros, on chiffre à 10 000 décès évités par an à l'horizon 2040. Le fait d'augmenter l'activité physique par des transports actifs, on arrive à un nombre de décès évités de 10 000 décès par an. On peut monétariser
ces bénéfices sanitaires avec le principe de la valeur de la vie statistique, hein, on arrive à quelque chose de l'ordre de 35 milliards d'euros évités par an par cette politique qui est une politique des transports et un gain d'espérance de vie dans la population. Donc, on n'est pas dans le champ ici, hein, j'en ai bien conscience, hein, de la santé au travail ou du risque pour les travailleurs extérieurs. Mais enfin, mon point de vue, c'est de dire qu'on pourrait très bien, avec ce type d'exercice, on est outillé, en tout cas, pour évaluer quelles seraient les conséquences sur la travaillabilité, sur la productivité du travail, quel serait le retour sur investissement de mesures d'atténuation et d'adaptation du changement climatique en France, ce qui est à l'heure actuelle trop peu fait. Un autre exemple pour montrer que cette évaluation en santé de bénéfices à court terme de politique d'atténuation et d'adaptation du changement climatique n'est pas fait. On a beaucoup parlé des scénarios de l'ADEME. Hein. Vous avez entendu sans doute parler du début de l'année, l'ADEME qui a présenté 4 scénarios de transition vers la neutralité carbone en 2050. On aimerait bien faire ce travail d'évaluation en santé, des bénéfices santé de ces 4 différents scénarios. Or, il n'est pas fait. Et là, on manque vraiment de cette politique, c'est ce concept en gros de prise en compte de la santé dans toutes les politiques publiques. Et donc, l'idée, c'est qu'avec ces outils, on peut en amont vraiment de politiques publiques commencer à faire de l'évaluation en santé, encore une fois, de stratégies d'adaptation, d'atténuation au changement climatique. C'est encore trop peu fait en France. On balbutie en France sur ces questions. Et là, il y a pour moi une marge, un levier de manœuvre qui est assez important, une prise en compte de la santé dans toutes les politiques publiques et qui serait vraiment quelque chose qui permettrait d'avancer sur ces questions. Je vais terminer très rapidement sur la question de la sécurité sociale qui a été aussi soulevée. Hein. Cette question de risque pour l'emploi, de perte de travail, de perte de revenus liés au changement climatique pour les travailleurs, ça nous invite à repenser la sécurité sociale face à ces enjeux écologiques. Et c'est justement le travail d'une mission d'information du Sénat, pour laquelle d'ailleurs je crois que l'OIT avait également été auditionné, qui se pose ces questions. Et en gros, la question de la sécurité sociale face aux risques climatiques, donc risques pour la santé, mais également les risques sociaux de perte de revenus, de perte d'emploi. Il y a plusieurs enjeux face au risque climatique. Le fait qu'il faut passer d'une logique de réparation, la sécurité sociale actuelle, c'est vraiment une logique de réparation, on répare des dommages une fois qu'ils ont été causés, vers une logique de prévention. Et la sécurité sociale du XXe siècle, entre guillemets, celle qui existe actuellement, repose sur des mesures individuelles. On rembourse des frais de santé à des individus et on voit qu'il faut aller vers des mesures beaucoup plus collectives, revoir le fonctionnement des entreprises, de la société, avoir des politiques publiques pour atténuer, s'adapter aux risques climatiques. Il y a plusieurs questions qui se posent à ça. Et donc je fais le lien un peu avec cette commission sénatoriale parce que je trouve qu'elle est assez liée au sujet. Et notamment, cette mission d'information sénatoriale posait la question de mécanismes de financement. Comment on pourrait financer une sécurité sociale beaucoup plus apte à faire face à ces risques écologiques du XXIe siècle. Et je vais finir sur cette notion qui est une notion qui, pour moi, qui découle un peu des outils dont je vous ai présenté, des outils d'évaluation de risque, qui est trop peu employé. C'est qu'on sait, par les outils d'évaluation de risque dont je vous ai parlé, combien on arrive à avoir un ordre de grandeur, du moins, de ce qu'on appelle le coût en mortalité du carbone. C'est un ordre de grandeur, il faut prendre pour ce qu'il est, mais au moins ça donne un repère. Et cet ordre de grandeur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que 4000 tonnes de CO2 émises aujourd'hui vont se traduire en moyenne par un décès avant la fin du siècle. C'est ce qu'on appelle le coût en mortalité du carbone. Et là, en tout cas, je pense qu'on a des éléments pour mettre en place de nouveaux principes pollueur-payeur, par exemple, pour générer, trouver des financements pour une sécurité sociale, pour des mesures d'adaptation, atténuation au changement climatique. Et ces recherches, encore une fois, c'est très incertain, ça va dépendre des capacités d'adaptation au changement climatique, mais en tout cas, c'est un chiffre qui, moi, me semble important à mettre en avant. Chaque tonne de CO2 émise aujourd'hui va se traduire par un risque de décès avant la fin du siècle. Et donc, à partir de là, on pourrait du moins se servir de ces estimations pour paramétrer des mesures, que ce soit des mesures de financement, d'atténuation, d'adaptation. Voilà, j'en ai fini. J'ai bien conscience que j'ai dépassé peut-être un petit peu le cadre du sujet, mais c'était des ouvertures qui me semblaient intéressantes à discuter dans le cadre de cette intervention. C'était très pertinent. Merci beaucoup, Kevin. Vraiment, c'était extrêmement bien documenté et vraiment, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Je vois que Catherine voudrait prendre la parole.
Il y a peut-être aussi d'autres participants qui aimeraient poser des questions. Je vous avoue, Kevin, que votre slide intitulé Apport de la modélisation climat-santé où l'on voit les pays. On y reviendra après la question de l'intervention de Catherine. Si on pouvait juste un petit peu affiner pour dire, par exemple, ce qui va se passer en Australie, vous voyez, se rapprocher du terrain. Est-ce que vous sentez, oui, c'est jouable de revenir un petit peu sur ce slide, pays pas par pays, mais au moins par grand continent? Alors, c'est peut-être pas la meilleure. Une autre. Les travaux récents étaient peut-être plus intéressants. Je vais essayer de les trouver là D'accord. vous Ok, donnez la donc comme parole. ça, on passe la parole à Catherine. Voilà. Comme ça, on voit un peu les particularités régionales selon. Alors, sur le plan social, vous en avez parlé, mais peut-être des dangers immédiats auxquels les travailleurs en extérieur sont confrontés, qu'il s'agisse des maladies vectorielles, qu'il s'agisse de l'humidité, des sécheresses. Voilà. Catherine, on vous écoute. Merci. Malheureusement, je dois partir alors que j'aurais vraiment voulu écouter l'intervention d'Alix. Moi, ce que je voulais dire très rapidement, c'est qu'il me semble que vos estimations sur le nombre de personnes impactées au niveau mondial, donc qui sont sur cette carte mondiale, elles tiennent compte, donc elles s'appuient sur cette mesure de la température standardisée WBGT, qui tient compte de la température, de l'humidité, mais aussi, ce que vous n'avez pas dit, de la vitesse du vent et de la radiation, c'est-à-dire du fait qu'on travaille au soleil ou pas, ce qui est important si on parle des travailleurs agricoles ou des travailleurs de la construction. Donc nous, dans notre rapport, la traduction française, c'est température humide et de globe noir. On a vraiment beaucoup discuté avec les traductrices, mais c'est ça, température humide et de globe noir. Merci. Et c'est bien entendu cette température-là que nous utilisons dans notre rapport. Donc en gros, on a la même carte avec des estimations pour tous les pays comme vous. Nous, c'est juste sur l'angle marché du travail. J'aurais souhaité que vous présentiez plutôt votre deuxième partie qui était vraiment, là j'ai trouvé extrêmement intéressante. Et malheureusement, là je dois partir. Encore merci beaucoup à tous et merci pour votre présentation et pour votre invitation. Merci Catherine. On reviendra vers vous de toute façon pour des compléments. À bientôt. Alors, Kevin, donc soit vous commentez tout de suite, soit on le fait après l'intervention d'Alix. Oui, ce serait peut-être mieux. Alix Romagnac, on va vous donner la parole et on reviendra ensuite sur le slide que j'évoquais avec Kevin. Donc, c'est à vous. Merci. Je vais effectivement partager le travail. Je regrette que la première présentation soit partie parce que j'avais des remarques ou des orientations à faire, mais comme les choses seront enregistrées, elle pourra le regarder. Donc moi, je vais essayer. Alors, c'est un peu le travail à l'envers. On a parlé des conséquences sur le travail et dans les deux présentations, c'est un peu sur ce sujet que je voulais parler. On parle du réchauffement climatique et je pense que ça pourrait être intéressant d'élargir ou de poursuivre le travail qui a été effectué sur la notion de changement climatique. Parce qu'en fait, les études qui ont été présentées sont des études qui datent un peu, hein, qui ont été faites après le premier rapport du GIEC. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de réflexion sur le changement climatique, les choses s'accélèrent beaucoup, notamment en termes de modélisation des conséquences. Et qu'aujourd'hui, les conséquences de ce qu'on appelle plutôt changement climatique, dérèglement climatique, ne portent pas que sur la température. Donc, effectivement, beaucoup des travaux sur les travaux en extérieur ont été montrés sur l'augmentation de la température ou température humide. Mais moi, ce que je voudrais apporter comme contribution à cette réflexion, c'est que le dérèglement climatique, c'est pas le changement climatique, c'est pas un réchauffement climatique avec de la température supérieure sur toute la planète toute l'année. Et donc, comme l'a dit Kevin, c'est très bien dans les méthodes d'exposer les hypothèses et d'exposer les limites. Et je crois que c'est intéressant lorsqu'on parle de nombre de personnes impactées qui travaillent, etc., savoir quelles sont les hypothèses qui ont été prises, parce que dès qu'il y a des études un peu fines
de descente d'échelle. Les études du GIEC et les modélisations globales parlent effectivement d'augmentation de température globale. Et puis après, il y a des tas d'organismes, par exemple nos collègues de Météo France sur le territoire national. On fait tout un tas de travail, c'est l'étude DRIAS qui fait de la descente d'échelle à une zone précise pour démontrer ce que va générer ce changement climatique global en termes de conséquences. Et effectivement, on parle d'événements de canicule qui vont être plus fréquents, plus intenses, mais qui sont limités dans le temps. Mais le paradoxe, c'est qu'il va y avoir aussi des phénomènes extrêmes plus importants, fortes précipitations, sécheresse, submersion marine, coups de mer. Et si on parle des travailleurs à l'extérieur, bien sûr, ils vont être impactés par des problématiques d'augmentation de température, mais ils vont être aussi également impactés par les événements extrêmes, par les pluies fortes, par les inondations, par les submersions marines, par les coups de vent, par l'augmentation des cyclones si on parle au niveau de la planète. Et je pense que ça peut être intéressant de continuer le travail et de l'élargir en intégrant l'ensemble de ces paramètres. Et ça me semblerait pertinent sur tous les sujets. Et je vais revenir tout à l'heure sur ces aspects qui sont issus du rapport qui est sorti il y a 2 jours pour le GIEC, et je pense qu'il va donner de nouveau de la matière et des données pour poursuivre le travail sur ces aspects. Alors, avant de rentrer sur ces aspects-là, et c'est pour ça que tout à l'heure je posais la question du sens, j'aimerais bien, je sais qu'autour de la table les gens connaissent ce sujet, mais j'aimerais bien revenir sur l'effet de base. Et je voyais mon rôle dans ce webinaire sur ce sujet, c'est de revenir à la problématique de base. Dérèglement climatique, pourquoi? Alors, je sais qu'il n'y a pas de climato-sceptiques autour de la salle, mais c'est toujours bien d'avoir tous les arguments qui sont partagés. Cette première image, elle est très simple, mais c'est pour comprendre la fragilité, en fait, de notre monde et de notre planète. Si aujourd'hui on en est où on en est en termes de conséquences d'émissions de gaz à effet de serre de la planète, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, on avait conscience que notre planète, quand on lève les yeux au ciel, on voit les étoiles et on pense que c'était un monde sans fin et que les émissions que l'on mettait, elles se diffusaient dans le grand espace et qu'il n'y avait pas de conséquences. Et quand on voit cette image qui a été prise par Thomas Pesquet, on voit cette petite limite blanc-bleu juste à l'échelle à la frontière du globe. Elle ne fait pas plus de 10 km, c'est-à-dire que quand on part du centre de la Terre et qu'on a fait 6950 km pour aboutir juste à la croûte terrestre, 10 km après, ça y est, c'est fini, l'atmosphère n'existe plus. Et toutes les émissions que l'on a vont se concentrer dans une pellicule qui est extrêmement fine. Et en fait, c'est ce qui exprime la fragilité vraiment de ce système. Ça, c'est le premier élément de prise de conscience. Le deuxième, c'est que les gaz à effet de serre, dans le principe, c'est pas un poison en tant que tel. C'est même le contraire, puisque la planète a besoin de gaz à effet de serre pour la vie, parce que sans le gaz carbonique ou le méthane, on n'aurait pas conservé cette température qui permet le développement de la vie. Et donc, c'est simplement le fait qu'on ait complètement explosé sa concentration depuis ces dernières années qui fait que ça génère des problèmes. Et aujourd'hui, avec tous les climato-sceptiques ont parlé effectivement des variations du gaz carbonique, des variations de la température à l'échelle de la planète depuis des millénaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que la planète de manière naturelle faisait dans des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, on a complètement fait un dérèglement de ce système en
quelques dizaines d'années. Et en quelques dizaines d'années, on a bousculé ce que la planète avait fait des centaines de milliers d'années pour faire. Donc, effectivement, il y a urgence, il y a une conséquence et une responsabilité humaine dans ce qui se passe ces derniers temps. Et ce qui se passe, ce changement climatique, il n'a pas qu'un seul effet, c'est pas, comme je le disais en intro, 1 degré de température partout sur la planète en même temps, ou 2 degrés ou 3 degrés. C'est cette fine couche dans laquelle tout se passe en termes météo, les circulations des dépressions, des anticyclones, tout ça est modifié. Et aujourd'hui, on a, à partir de tous les modèles qui sont faits de projection climatique à +1, à +2, à +3, à +4 degrés, on arrive à avoir des connaissances sur statistiquement ce qui va se passer un peu partout sur la planète en termes de, effectivement, augmentation de canicule, augmentation de sécheresse, mais aussi augmentation des phénomènes extrêmes en termes de précipitation. 1 degré de plus dans une atmosphère, c'est la capacité à avoir 7% de plus d'humidité et donc des capacités d'intensité de précipitation qui sont beaucoup plus importantes. Ce que l'on a observé l'été dernier en Allemagne en termes, ou en Autriche, l'intensité de pluie, ou même sur le nord de la France, ou ce qu'on a vu sur le bassin parisien en 2016 avec l'inondation de la Seine en 2016 au printemps avec des orages qui donnaient des intensités qui n'était connu un peu plus au sud de la France il y a quelques dizaines ou vingtaines d'années. Donc, on a une modification globale de ces aspects-là et toutes ces conséquences vont impacter le travail à l'extérieur et pas simplement l'augmentation de la température. Donc, je pense que le travail qui a commencé à être fait mérite d'être élargi avec un élargissement sur tous les sujets. Alors, pour revenir à ce qui a été dit juste de la conférence juste après, aujourd'hui, on a quand même des choses qui sont mises en œuvre. Je ne sais pas si autour de la table virtuelle, des gens étaient présents. La semaine dernière, je vais y revenir et je présenterai notre activité, Esther. Comme ça, j'ai été invité à intervenir au forum des travaux publics. Le Forum national des travaux publics qui se tenait au Grand Palais éphémère à Paris, où la Fédération nationale des travaux publics français a invité tous les candidats à l'élection présidentielle, comme ils le font tous les 5 ans, pour présenter un grand oral. Et le sujet, c'était les engagements des candidats en termes de transition écologique liés à toute la problématique des travaux publics. C'est-à-dire que la Fédération nationale des travaux publics s'est engagée dans un énorme programme justement à la fois d'adaptation et d'atténuation par rapport à la transition écologique pour traiter cette problématique effectivement à la fois des conséquences du changement climatique sur l'activité des travaux publics, notamment les travaux à l'extérieur, mais aussi les conséquences des activités des travaux publics sur le changement climatique. Et il y avait des discussions très riches, intéressantes. Et on avait une table ronde à laquelle j'ai participé avec Jean-Louis Etienne et Cyril Dion sur est-il déjà trop tard et avec l'ouverture un peu des pistes à engager. Et je vais, dans la fin de mon intervention, essayer d'engager un peu de discussion là-dessus. Et ça reviendra, et on reviendra sur effectivement ce qu'a évoqué Kevin Jean, qui est le sujet principal, à mon avis, aujourd'hui, qui est l'adaptation à l'atténuation. Comment s'engager sur cet aspect-là. Alors, en 2 mots, nous, l'adaptation, en fait, c'est un peu la raison d'être en fait, de Predict Service. En fait, Predict Service est donc une société qui a comme parent Météo France sur la météo, Airbus sur le spatial et BRL qui est une société d'économie mixte spécialisée en hydraulique. Et vraiment, notre raison d'être est de travailler à de l'anticipation, de la fourniture de recommandations, de l'alerting pour diminuer les conséquences des événements extrêmes
en termes de sauvegarder des vies, hein, c'est le sujet essentiel, mais aussi diminuer les conséquences en termes de sinistres. Et notre travail est apporté en France aux collectivités, aux mairies, hein, qui sont les maires sont les premiers au premier niveau d'action à engager pour la sauvegarde des populations, mais aussi aux entreprises, aux citoyens. On travaille avec toutes les grandes entreprises qui ont des chantiers justement pour que les acteurs puissent se mettre en sécurité le personnel, le matériel lorsqu'il y a des événements extrêmes, que ce soit des événements pluvieux, des orages, des inondations, mais aussi des tempêtes, mais aussi des canicules. Ça fait partie, nous, de ce que nous demandent les entreprises, de faire de l'avertissement pour faire de l'adaptation et de la mise en sécurité des chantiers et du personnel. Et donc, vraiment, ce travail qui est au cœur du sujet, on voit que nous, on répond par un petit aspect, hein, c'est comment informer, anticiper, préparer des plans d'action. Mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on évoque, on va y revenir tout à l'heure, là, j'ai sorti, Kevin en parlait juste avant, les données du rapport qui est sorti il y a 3 jours, hein, du nouveau rapport du GIEC qui travaille beaucoup sur les conséquences et donc sur lequel il y a des chapitres qui sont ciblés effectivement sur la problématique de la santé et qui a fait des tas de travaux sur aujourd'hui où on en est, on le disait, en 2022 on est à déjà au global un peu plus de près de 1,1 degré. Malheureusement, ce que l'on sait, c'est que et ça depuis plus d'une dizaine d'années, on se rend compte que la situation dans laquelle on est se situe sur toujours le scénario haut. Hein, donc, on voit les projections qui sont à venir. On n'observe pas encore un décrochage par rapport au scénario haut. Donc, il est effectivement urgent d'agir. Et on voit que on a, et c'est à la fois quelque chose, ça on l'a au niveau mondial, on a un panel de scénarios qui nous amène à des choses qui vont varier entre 1,5 et 5 degrés. Et on voit que ce soit sur la santé, mais que ce soit sur tous les autres paramètres qui sont la biodiversité, qui sont sur les événements extrêmes, les conséquences vont être complètement différentes. Et donc, il est urgent aujourd'hui de partager en termes de pédagogie. Alors ça, je l'ai montré au niveau mondial, au niveau national, comme je disais tout à l'heure, et ça c'est intéressant quand on fait un travail aussi précis sur les conséquences, de faire de la descente d'échelle. Et donc j'attire votre attention sur l'utilisation effectivement de tous les jeux de données qui sont fournis par Météo France dans la base de données DRIAS pour mesurer quelles vont être les conséquences à une échelle beaucoup plus fine sur le plan local en termes de nombre de jours de température dépassant tel degré, nombre de jours de précipitation, sécheresse, et on a vraiment des choses à une échelle qui sont assez fines. Lorsqu'on regarde ça, effectivement, on a des canicules quasi permanentes, hein, ce qu'on a connu en 2003, à un horizon de 20-30 ans, si on est sur le scénario haut, c'est quelque chose qui va devenir quasiment annuel, mais événements extrêmes plus importants, submersion marine, 2 choses. Il montre que quoi qu'on en fasse aujourd'hui, l'inertie de l'événement nous montre que dans les 10-20 ans à venir, quoi que l'on fasse, on va avoir à subir ces modifications. Du coup, la réponse à ça, c'est adaptation immédiate, parce qu'il ne faut pas parler du changement climatique au futur. On en mesure aujourd'hui déjà les conséquences, et depuis des années. Et donc, il faut immédiatement prendre des dispositions d'adaptation pour faire face à ce que l'on subit. Mais souvent, depuis des années, et Kevin en parlait juste avant, il y avait un point d'interrogation, adaptation ou atténuation. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, la réponse, elle est sans ambiguïté, c'est adaptation
et atténuation. Pendant longtemps, les experts n'ont pas parlé d'adaptation parce qu'ils pensaient que si les gens s'adaptaient, ils éviteraient un peu d'atténuation en disant on s'adapte et puis après on va laisser filer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est nécessaire de s'adapter parce que les conséquences sont là et elles vont continuer à être quoi que l'on fasse. Mais que si on ne fait rien, on voit la courbe rouge qui monte avec un scénario à plus 4 degrés, et encore peut-être on sera dans un scénario supérieur, mais que si on prend des dispositions aujourd'hui, on a ce scénario à plus 2,2, et si on vraiment fait des choses, on peut rester sur 1,5 comme on l'a, les États s'en sont engagés sur les accords de Paris. Donc, cette courbe, elle est à la fois inquiétante, mais elle est à la fois optimiste, on va dire, parce qu'elle montre que si aujourd'hui on prend des décisions, on est en capacité à inverser la courbe d'ici une dizaine d'années et puis arriver à voir inverser la tendance. Et pour terminer, pour essayer de rester dans le timing et laisser la place aux questions, je vais peut-être paraître un peu paradoxal, mais j'aimerais être positif en fait. Aujourd'hui, je pense que les gens, quand je dis les gens, c'est les citoyens, c'est les collectivités, ce sont aussi les politiques, ce sont aussi les entreprises, ne remettent pas en cause la notion de changement climatique. Aujourd'hui, ce que les gens attendent, ça m'arrive assez fréquemment de faire des présentations, des conférences. À la fin des conférences, les questions, elles se posent en disant « oui, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et je pense qu'aujourd'hui, un des axes importants que doivent porter comme message toutes les institutions, les administrations, mais aussi les chercheurs, c'est de passer, le constat, il est là, il est partagé, c'est de passer à la proposition de recommandations, de solutions, à la fois pour l'adaptation et l'atténuation. Et sur des sujets aussi précis que celui dont on parle aujourd'hui, le travail à l'extérieur, on voit que ça concerne des gens qui travaillent dans l'agriculture, c'est des gens qui travaillent dans les travaux publics, ce sont des gens qui vont avoir une capacité à s'adapter. Aujourd'hui, bien sûr, la santé au travail, c'est une contrainte, mais il y a aussi beaucoup de politiques RSE qui se mettent en place et je pense que on est rentré quand même dans pas mal d'entreprises, dans des gens qui peuvent intégrer une autre approche. La crise de Covid a aussi bouleversé un certain nombre d'états d'esprit, la vision à tout un tas de sujets. Cette rupture nous donne une opportunité d'avoir d'autres approches et je crois qu'il faut profiter de cette occasion pour poser sur la table de manière très, très tranquille des propositions, des recommandations montrant comment il faut s'adapter, mais aussi comment il faut atténuer. Et pour atténuer, il faut arrêter d'avoir un discours culpabilisateur. Aujourd'hui, on est dans un monde où notamment nos jeunes ont un avenir qui est pas très gai. Aujourd'hui, c'est une génération Covid où ils ne pouvaient pas sortir en boîte, ils ne pouvaient pas communiquer. Et aujourd'hui, sans parler de la guerre qui est aux portes de l'Europe, on leur dit mais il faut arrêter de manger du steak, il faut arrêter d'aller voyager, il faut arrêter de visiter le monde, il faut arrêter de… Et on n'est que sur des interdictions. Et ce n'est pas une promesse qui peut générer un enthousiasme dans le projet qui est apporté. Aujourd'hui, il y a urgence. C'est un marathon qu'on a mené. On n'a jamais gagné un marathon en partant en sprint. Je suis un pro aujourd'hui de la politique des petits pas. Ça peut aussi peut-être choquer, mais je pense que la démarche que l'on a à faire est tellement énorme qu'il faut que les gens commencent à faire un geste dans leur cercle de compétences et qu'après ce petit geste, il faut leur dire mais c'est très bien, vous avez fait ce petit geste, il faut continuer. Il ne faut pas les mettre au tribunal parce qu'ils n'ont pas fait assez. Et je pense que, comme dans toute politique, j'ai terminé, Esther, comme dans toute politique, je pense que si on veut aller loin, il faut
mettre tout le monde en dynamique. Et pour mettre tout le monde en dynamique, je pense que c'est en commençant par faire des petits gestes, et puis ces petits gestes vont s'accélérer, et qu'il y a un très beau projet à gagner tous ensemble pour quelque chose qui est effectivement l'urgence des temps d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Alex Roumaniac. Est-ce qu'il y a déjà des questions de la part des participants? Shaima, peut-être? Je ne sais pas si elle est avec nous, Shaima, si elle veut intervenir. Moi, Shaima, oui, peut-être? Oui, j'aurais peut-être une question, mais c'était plus une question d'ouverture et de mise en perspective, parce que là, effectivement, on a beaucoup parlé et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs, du cas des travailleurs en extérieur, mais pour pouvoir mettre en perspective ça, je voulais quand même avoir une toute petite question sur les travailleurs en intérieur, en fait, qui ne seront pas épargnés non plus par les effets du réchauffement climatique et savoir si on pouvait établir un ratio ou un distinguo, un parallèle entre l'exposition des travailleurs en extérieur par rapport à ceux qui travaillent en intérieur. Par exemple, est-ce qu'ils pourraient être impactés 2 fois plus, 3 fois plus? Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut quantifier comme ça ou pas encore. Kevin, vous pourriez répondre à ça? Je peux proposer des éléments de réponse, mais C'est un peu... un chiffre tel que ce ratio, ils sont plus ou moins exposés. Ça dépend de 2 choses principalement. La première, c'est les mesures de protection de ces salariés ou de ces travailleurs en milieu intérieur. Est-ce qu'ils sont quelle est leur ambiance de travail? C'est pas du tout la même chose d'être dans un travail de bureau ou de travailler dans un haut fourneau. Deuxièmement, quelles mesures de protection? Donc, est-ce qu'on a de la ventilation, de la climatisation? Et troisièmement, quelle est la demande physique du travail? Est-ce que c'est un travail de force ou est-ce que c'est un travail de bureau assis? Et les risques les risques sont extrêmement variables, du coup. Même au sein des travailleurs intérieurs, on a des situations de travail qui vont être extrêmement différentes. Et donc, ce ratio-là, il me paraît... je ne le connais pas, en tout cas, il n'existe pas à l'heure actuelle. Et à mon avis, il serait difficile à manipuler parce qu'il regrouperait beaucoup de situations très diverses. D'accord. Est-ce que vous voulez enchaîner sur le slide, peut-être je vous avais demandé d'approfondir, qui me semble extrêmement intéressant sur le plan géopolitique, peut-être? Alors, donc, si j'ai bien compris la demande, c'était d'avoir un petit zoom sur... alors, est-ce que je peux partager? Ouais. Je vais partager le lien. D'avoir un zoom sur les localisations où les pertes de productivité vont se faire. Ou comment ça se manifeste sur le terrain selon les régions? Est-ce qu'il y a plus ou moins de maladies vectorielles, plus ou moins de... Voilà, alors, OK. Arriver à spécifier. Alors, je vais vous donner 2 éléments. Excusez-moi. J'arrête, je reprends. On est bien toujours dans le travail en extérieur, là, Kevin, ou c'est général, vos graphiques? Non, c'est général, là, ici. Enfin, ce sont les... donc ici, dans cette étude, c'était sous l'hypothèse de travailleurs qui ne sont pas protégés. Donc oui, ça concerne principalement les travailleurs extérieurs. Donc si je zoome un petit peu sur la carte, je vais regarder, c'est ce que vous m'avez... donc on voit un petit peu que donc, le gradient de couleur, on a des risques modérés, élevés et extrêmes. Donc extrême, c'est quand on arrive vraiment au niveau du risque mortel même. Le risque élevé, c'est les risques sur l'employabilité, vraiment quand les conditions de travaillabilité sont dépassées. Risque modéré, c'est qu'on est un petit peu en dessous de ce critère qui est on va dire, 1 mois où les conditions de travail où les conditions climatiques ne sont plus compatibles avec le travail. Et donc, voilà, je ne sais pas quelle carte vous voulez. On va regarder peut-être la carte à 2 ou 3 degrés. Bon, de toute façon, c'est de l'amplification des faits. Les répartitions sont un peu les mêmes. Donc, comme je vous le disais, les régions qui sont fortement impactées, on a vraiment la région de l'Inde, donc cette partie de l'Asie, Asie du Sud-Est. Ici, là, on est dans la zone saharienne, donc finalement, il n'y a pas tant de travailleurs que ça, mais bon, quelques-uns quand même en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale qui est touchée.
Sur les risques modérés, on a des régions, donc là, pour des pays, on a des régions industrielles qui sont touchées fortement, hein, la côte est de la Chine, la côte est des États-Unis et toute la partie nord de l'Australie vont être également extrêmement impactées. Ça, c'est à quelle date, Kevin? Parce que là, je vois Alors, bien ce n'est pas une date, ça, c'est quand le réchauffement climatique aura atteint 2 degrés. aura atteint de degrés, Donc, ça quel va que dépendre soit le des moment du émissions. siècle auquel ça arrivera. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et là, sur le 3 degrés, bon, ça couple un tout petit peu également des projections démographiques. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est vraiment de regarder plutôt la cible climatique. Ici, on est sur 3 degrés. Donc, d'après les modèles qu'ils ont utilisés, ils pensent que ce 3 degrés sera atteint à la fin du siècle. Mais voilà, l'article a été beaucoup plus orienté sur les. Pas avec des cibles de date, mais avec des cibles de réchauffement climatique. Juste Ce un 3 point. degrés, ce 3 degrés à l'horizon 2090, c'est quand même assez surprenant. Parce qu'il y a des régions qui ont déjà pris 2 degrés de plus en 30 ans, comme au Moyen-Orient, par exemple, et qui vont atteindre les 3 degrés, mais bien avant le. Alors, ouais, ça, c'est 3 degrés de réchauffement moyen sur la planète, à la surface de la planète. C'est ça, sur Ça, la c'est le planète. paramètre, c'est vraiment la mesure globale du réchauffement climatique. Sous ce scénario, ce qui veut dire que quand on sera à 3 degrés ici, en Afrique subsaharienne, on sera à plus 5, plus 7 degrés, hein, en C'est moyenne. ça, voilà. Donc, Ouais. c'est quelque chose. Oui, Oui, ok. c'est vraiment, c'est la température moyenne. Moi, si je peux me permettre, c'est là où je parlais de la nécessité un peu à la fois de remettre à jour ces réflexions. 3 degrés de réchauffement global au niveau de la planète, y compris sur le nord de la France, où on voit marqué là au risque. C'est quand on regarde ce que donne la simulation à 3 degrés projeté sur la France en termes d'augmentation des canicules. En gros, 3 degrés de plus au réchauffement de la planète sur la France, ça veut dire des canicules de type 2003 quasiment tous les ans. Et donc, on ne peut pas imaginer que le nord de la France ou le bassin parisien serait en low risk dans ces situations-là. Je pense que c'est là où ça demande peut-être un peu plus de finesse dans l'analyse. Hein. Je crois qu'il y a un problème d'échelle là, dans l'analyse. Ouais, mais bien sûr, enfin là, c'était un travail qui se voulait à l'échelle globale, hein, et ce serait intéressant. Et effectivement, si on compare le nord de la France, en tout cas à l'Afrique subsaharienne, moi, ça me semble pas illogique que dans ce travail-là, le nord de la France soit inscrit à low risque, là où l'Afrique et la zone saharienne soient à extrême risque. Ça ne veut pas dire en soi que le risque est nul. Hein. On est sur une hiérarchisation. Quand on parle de risque, le risque, c'est le croisement de l'aléa avec les enjeux, les expositions. Et le centre, en termes de travail en extérieur, l'exposition effectivement de toute la zone centrale africaine où c'est à peu près les déserts, il y a très peu d'exposition. Par contre, toute l'Europe où il y a une, comment dire, un Quand on PIB, parle de l'Inde, quand il y a une même, on ne peut pas dire qu'il activité. y a Non, très peu mais d'exposition. je dis pas ça. Je dis que ça, c'est une carte essentiellement d'aléas. Si on voit le centre de l'Australie, etc., ce n'est pas une carte de risque. Parce que les enjeux en termes d'existence de PIB, de travaux, etc., que ce soit toute la zone de l'Europe, bon, les États-Unis, ça a l'air d'être un peu plus traité, mais voilà. Et je pense que ça mériterait effectivement d'affiner un peu sur cet aspect-là. Okay. Mais encore une fois, la visée de ce travail-là, hein, c'était un travail, vous chiffrez ça à l'échelle globale, et forcément, quand on prend une échelle macro, on perd un peu en résolution micro, hein, c'est sûr. Et du coup, l'autre, je ne sais pas si ça répond à la question, mais l'autre article que je voulais détailler, c'était celui-ci, hein, qui a essayé de regarder un peu plus pays par pays où allaient se situer vraiment les plus grosses pertes. En termes de productivité. Donc, vous avez la référence ici, hein, de ce travail qui est tout récent, en janvier 2022. Et donc, c'est toujours la même. Ce sont toujours des scénarios, enfin, sous différents scénarios de réchauffement climatique. Donc, ici, au réchauffement global, réchauffement de 2 degrés, 4 degrés. Et il met en avant les pays où la perte de travail par tête, par personne, sera la plus importante. Et on est sur des pays, alors des pays du Golfe, hein, enfin des Golfes arabiques, des pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est. Donc, en tout cas, c'est sur ces pays-là que l'impact par personne sera le plus important.
dans ces pays. Je ne sais pas si on a d'autres éléments. Excusez-moi, Kevin, mais sur la méthodologie, est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion de perte de productivité? Parce que c'est assez abstrait, en fait. Est-ce que c'est une perte qui est liée à la fermeture de chantier ou d'entreprise? Est-ce que c'est une perte qui est liée aux accidents du travail, aux morts au travail? Que représente cette perte de productivité, en fait, précisément? Parce qu'on ne voit pas trop dans le… Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à y mettre des gens derrière. Okay. Cette perte de productivité, c'est tout simplement le pourcentage de temps annualisé où les personnes ne pourront plus travailler, où les conditions climatiques font qu'un travail n'est physiquement pas possible. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'il n'est pas possible qu'il sera forcément arrêté? Parce que dans plein de pays, il n'y a aucun droit du travail et on n'imagine pas enfin, je pense qu'il y a une distinction aussi peut-être entre des pays où il n'y a aucune protection des travailleurs et des pays où il y a un minimum de mesures de protection. Je pense à l'Europe. Je pense que là, c'est des études qui sont vraiment basées sur des limites physiologiques et pas des limites légales. Donc, même si, pour le dire crûment, hein, même si on force les travailleurs à travailler dans des conditions où on dépasse les limites physiologiques, ils ne vont pas le faire longtemps. Hein. Et voilà. Donc, c'est des travaux qui sont généralement basés sur des limites physiologiques et pas du tout réglementaires. Anaïs Maréchal voudrait poser une question. Oui, bonjour. Oui. J'avais une question en fait, par rapport, je suis désolée, je vais revenir juste un peu avant sur le modèle climat-santé dont on discutait. C'était un peu dans la continuité de ce que soulignait Alix. Je me demandais s'il y avait des modèles qui avaient pu étudier les impacts sur la santé, mais qui prenaient en compte pas seulement la température et l'humidité, mais aussi les changements au niveau des phénomènes extrêmes, au niveau des environnements biologiques et chimiques, puisque vous avez mentionné tout à l'heure que ça faisait partie des mécanismes qui avaient un impact sur la santé. Voilà, s'il y avait des modèles qui regardaient ça, que ce soit à l'échelle globale, j'imagine pas, mais peut-être à des échelles régionales, par exemple. Alors, pour répondre vite, mais peut-être que Alix pourra compléter, les aléas climatiques extrêmes, c'est quelque chose qui est quand même plus difficile à prédire dans les modèles climatiques que des augmentations de paramètres, de moyenne de paramètres. Les modèles climatiques nous disent que les événements extrêmes vont être plus longs, plus intenses, plus fréquents, mais on n'arrivera pas à avoir un grain, une finesse de prédiction qui soit suffisant pour nous dire que on aura des canicules qui vont durer, à l'échelle 2050, on aura des canicules qui vont durer exactement de temps à temps, à telle date. Et c'est une des limites où là, les projections des modèles et ce qu'on peut en tirer en termes d'analyse des risques devient un peu plus semi-quantitatif, on va dire, plutôt que très quantitatif comme les résultats que j'ai montrés là. Voilà, tout simplement parce qu'il y a une stochasticité dans ces événements naturels extrêmes. Donc, on connaît les tendances, encore une fois, avec le réchauffement, ils vont s'amplifier, s'intensifier, devenir plus fréquents, mais on est toujours sur des événements qui sont fluctuants et donc qui sont beaucoup plus durs à prévenir, et ce qui rend ces exercices d'évaluation des risques, d'évaluation quanti des risques un peu plus compliqués. Ok. Pour revenir tout à l'heure à la question sur le travail en intérieur, la question de Shaima, on a ouvert, que ce soit Kevin ou moi-même, la discussion sur la nécessité d'adaptation et d'atténuation. Prenons un exemple simple. Si on veut atténuer, ça veut dire qu'il va falloir qu'on modifie nos modes de vie et peut-être arriver à moins faire appel à la climatisation. Et donc aujourd'hui, je pense que si on veut respecter une neutralité carbone à 2050 ou à 2035, etc., il va falloir qu'on s'impose, et c'est ce qui rend la chose compliquée en termes de prise de décision, à modifier un certain nombre de choses et qu'on arrête de dire je veux travailler dans un environnement à 19 ou 20 degrés toute l'année. Et du coup, ça va avoir forcément
des implications sur les conditions de travail à l'intérieur et extérieur. Donc, si ce n'est pas le changement climatique en tant que tel qui va forcer peut-être des conditions en travail à l'intérieur, je pense que les décisions qu'on va avoir à prendre dans nos modes de fonctionnement vont devoir bouleverser, y compris nos habitudes de travaux à l'intérieur et du coup d'avoir un impact, une conséquence. Alors je peux pas dire, c'est pas mon travail dans quel sens ça va l'être, mais je crois qu'il faut faire passer le message que il faut pas être arrêté sur un certain nombre de choses que l'on connaît aujourd'hui. Forcément, il y a des choses qui vont changer. Je pourrais peut-être compléter un aspect qui me semble important sur les travailleurs intérieurs et l'aspect de la climatisation. Parce que dans la plupart du temps, pour faire des grosses généralités, les mesures d'atténuation au changement climatique, enfin, le dire autrement, les mesures d'adaptation au changement climatique sont très souvent également des mesures d'atténuation. On arrive très souvent, avec beaucoup de mesures, à cibler les deux objectifs, adaptation au changement climatique et atténuation. On a pour autant, on a quelques contre-exemples et la climatisation en est un. Et ça, c'est un problème, notamment pour ces questions de travail en intérieur, parce que la climatisation, c'est un outil d'adaptation au changement climatique. Donc, il fait plus chaud, on s'adapte, on met de la clim, mais ça va amplifier le problème. Et on commence à avoir des exercices de modélisation. Notamment, il y a eu un travail très intéressant aux États-Unis où ils montraient un peu le rôle que pouvait avoir cet effet d'amplification, en fait, plus de chaleur, donc plus de clim, donc plus d'émissions de CO2, spécifiquement aux États-Unis où le mix énergétique est encore très carboné. Et là, on a ce problème vraiment où on a deux enjeux qui sont opposés avec la climatisation, l'enjeu d'adaptation et d'atténuation. Pour autant, sur ces questions, il y a des travaux très intéressants, même là, faits en France, sur la façon dont on peut s'adapter au phénomène d'îlots de chaleur urbain par des méthodes autres que la climatisation, des méthodes de végétalisation notamment, et là on a eu des travaux sur des modèles climatiques à petite échelle qui montraient que on a des mesures d'adaptation au changement climatique qui ne font pas qu'amplifier le problème, et donc on peut réduire ces phénomènes d'îlots de chaleur urbaine en limitant le rôle de la climatisation. Et pour en revenir à la question de Shaima tout à l'heure, nous, ce qu'on aimerait bien essayer de faire, c'est de faire l'évaluation en santé de ces mesures d'adaptation qui ne dépendent pas que de la climatisation. Mais on est pile sur le problème que je citais tout à l'heure, c'est que c'est très dur d'avoir ces relations dose-réponse très claires pour des problèmes de canicule, des problèmes d'événements climatiques extrêmes qui sont beaucoup plus stochastiques. Et on achoppe un peu sur ce point-là avant de pouvoir vraiment effectuer ce travail d'évaluation en santé de mesures locales d'adaptation au changement climatique. Très bien. Merci beaucoup aux orateurs. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ou de toute façon, c'est un thème qu'on va suivre par la force des choses, puisqu'il va y avoir une amplification dans les années à venir. On pourra compléter lors de webinaires ultérieurs. Est-ce que... Non, c'est bon pour les questions? Pardon. Bien sûr, Anaïs, allez-y. J'avais une question qui concerne quelque chose qu'a évoqué Kevin Jean un peu plus au début de sa présentation. Quand il a parlé des conséquences vous avez parlé des conséquences du changement climatique. Vous avez évoqué une baisse de vigilance, les risques psychosociaux, une augmentation de l'agressivité. Et en fait, je me demandais si c'était des liens où on avait démontré une vraie relation de causalité, où on aurait mis en évidence peut-être on aurait observé des effets physiologiques chez l'homme qui mettent en évidence ces liens, leurs liens de cause à effet, ou est-ce qu'on a juste observé en fait ces conséquences dans des environnements plus chauds Alors, je dirais qu'on a d'une part le critère en épidémiologie, un des critères forts, c'est le critère de plausibilité biologique. Est-ce qu'on arrive à avoir une explication biologique du phénomène? Et là, on l'a. Hein. On sait qu'en période de canicule, on dort moins bien, encore une fois. De manière générale, on a une fatigue de l'organisme, pas que liée au manque de sommeil, mais parce que
on est en train de thermoréguler tout le temps, donc on a vraiment une espèce de fatigue chronique de l'organisme qui fait que on a cette baisse de vigilance qui est accrue. Donc, d'une part, on a l'explication biologique, et d'autre part, la hausse de phénomènes, et notamment des violences entre les personnes. On a quelques études épidémiologiques. Là, on voit vraiment les effets macro, où on voit des pics. On voit un signal, un signal significatif, je veux dire. C'est pas, tout le monde ne commence pas à taper son voisin quand il fait chaud, mais on arrive à voir dans les chiffres statistiques des augmentations corrélées au pic de chaleur. Donc, on a, en tout cas, d'après les critères de causalité en épidémio, on coche les cases. Ok, ça fait, voilà, c'est quelque chose qui fait consensus et qui est clairement établi aujourd'hui. Oui. Très bien, merci Kevin. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour de la question, sauf s'il y a encore des demandes. Ouais, c'est un peu sans fin. Moi, j'avais une question aussi en termes de protection des travailleurs à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'on parle de la clim pour l'intérieur, mais en extérieur, notamment les travailleurs du BTP, ils ont normalement des combinaisons, des casques et tout ça. Et j'ai discuté un peu avec des médecins du travail et un inspecteur du travail, mais enfin, ça étendait trop le champ des choses pour aujourd'hui. Mais il me disait déjà que dans les épisodes de canicule, il y avait des gros soucis de respect du port des équipements de protection parce que justement la chaleur fait que ça devient insupportable, donc ils enlèvent leur casque, ils se mettent torse nu et déjà aujourd'hui sur les chantiers de bâtiments c'est très compliqué, ils s'exposent à des risques qui sont autres que les risques psychosociaux et tout ça, mais des risques tout simplement liés à l'accidentologie du travail, quoi. Et donc, par rapport à ça, est-ce que c'est intégré aussi dans les études d'anticipation que vous faites, le développement d'équipements de protection qui soient plus adéquates? Est-ce qu'il y a déjà des recherches dans ce domaine pour équiper mieux les travailleurs en extérieur? Alors, ce que vous dites est clairement documenté, le fait que d'une part, de manière générale, le respect et le bon port des équipements de protection individuelle n'est pas toujours la règle sur les chantiers. Il y a encore moins en période de canicule parce qu'on est souvent sur du matériel chaud, des équipements un peu chauds. J'aurais tendance à dire que de toute façon, même si on va sur des équipements plus légers, ça résolvera le problème qu'à la marge, parce que quand il fait 40 degrés dehors, même torse nu ou même sans équipement, il fait trop chaud pour travailler. Donc, on arrivera peut-être à résoudre un tout petit peu le domaine à la marge, mais de manière générale, en tout cas sur les risques liés à la chaleur elle-même, en extérieur, on a très peu de possibilités de protection, à part avoir des équipements légers, distribuer des bouteilles d'eau, essayer de travailler aux heures les plus fraîches. On ne dispose pas beaucoup on n'a pas grand-chose dans l'arsenal. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Si, mais la deuxième question qui en découle, c'est dans ces cas-là, pourquoi on n'arrive pas à fixer des conditions limites de travail qui imposeraient la fermeture des chantiers? Et Alix Roumaniac, je pense que vous travaillez avec des entreprises qui vous demandent des prédictions, peut-être sont-elles assurées contre les risques climatiques? Parce que là encore, j'ai vu qu'il y a une grosse différence entre les entreprises qui intègrent la problématique des canicules ou des phénomènes extrêmes pour pouvoir indemniser leurs salariés sur les chantiers qu'elles sont obligées de fermer du fait des conditions extrêmes. Voilà, c'est pour savoir un peu qui vous demande des prédictions. Est-ce que c'est effectivement des entreprises qui intègrent, qui sont assurées contre les risques? Parce que Aujourd'hui, oui, sur les gros chantiers, toutes les grosses entreprises où les chantiers sont assurés. Il y a des assurances spécifiques également sur le sujet. Mais là, on n'est pas complètement dans cette démarche-là. C'est-à-dire que la démarche, elle est plus dans une démarche de prévention et d'adaptation. C'est-à-dire que ce n'est pas dans j'arrête le chantier et j'indemnise ou je demande à mon assureur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la plupart des services peuvent être financés directement par l'assureur, en fait.
qui met à disposition gratuitement le service d'alerte et de recommandation pour diminuer les conséquences. Donc, on est vraiment dans une démarche qui est assez vertueuse et vraiment l'objectif et la démarche, c'est effectivement d'être dans cet aspect-là, c'est de décaler les horaires de travaux. Bon, c'est essentiellement, le plus souvent, hein, ce sont c'est figé. sur les risques extrêmes, dans les chantiers en rivière, Oui, etc. C'est pour si vous sortir voulez revenir juste le une phase en arrière, parce qu'on a été, ça a figé votre image. pardon. Oui, le plus souvent, en fait, les actions qui sont prises le plus souvent par les entreprises concernent les événements extrêmes. C'est-à-dire quand on a un chantier qui est dans un cours d'eau, les gens sortent le matériel, les employés sont mis en sécurité aussi. Bon, mais ils utilisent aussi la donnée sur la canicule, et là, c'est essentiellement des modifications dans les horaires des chantiers ou dans les tâches qui sont affectées en disant, bon, mais voilà, ça va durer tel ou tel jour. On a démarré un projet aussi avec les chambres d'agriculture concernant le milieu agricole. J'étais mardi au Salon de l'agriculture, effectivement, pour parler aussi de ce sujet, l'adaptation du monde agricole face à ces évolutions. Alors, bien sûr, il y a une adaptation en termes de type de culture, mais il y a aussi des adaptations en termes de façon de procéder. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'indiquait Kevin, quoi. Je crois que tout le monde est en train de travailler sur l'adaptation pour voir ces modifications. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision en disant nos modes de vie vont être bouleversés. Nos modes de vie vont être bouleversés. Donc, il ne faut pas chercher à figer en disant est-ce qu'on peut imposer des heures où on continue, on arrête, etc. Il faut chercher à trouver les solutions parce qu'on va devoir vivre pendant longtemps, travailler pendant longtemps, s'amuser pendant longtemps dans un contexte qui est différent et il va falloir qu'on le fasse différemment. Merci. Je peux peut-être compléter un tout petit peu sur la notion de, si vous me permettez, hein, sur la notion de seuil au-delà duquel, seuil de température au-delà duquel on devrait obligatoirement arrêter le travail. Il y a finalement beaucoup de risques professionnels qui ne sont pas définis par des seuils clairement établis dans le Code du travail, hein. C'est le cas pour beaucoup de risques. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'employeur peut faire ce qu'il veut, hein. Dans la loi française, l'employeur a une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat, ce qui veut dire que, en gros, pour le dire rapidement, si un employeur continue à ouvrir un chantier, à forcer ses travailleurs à travailler sous des conditions qui les mettent en danger, et s'il se passe quelque chose sur la santé des travailleurs, là, il y a une responsabilité pénale de l'employeur qui est mise en cause. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas cette règle et un seuil clairement établi au-delà duquel on ferme ou on ouvre un chantier que l'employeur n'a pas le devoir et la responsabilité pénale de protéger ses travailleurs. Oui, mais enfin, qui va l'attaquer? Ah ben, en cas de préjudice, en tout cas, l'inspection du travail, visiblement, n'est souvent même pas informée quand il y a des accidents du travail sur les chantiers. Ouais, ça, c'est un autre problème, effectivement. Ouais. Donc, enfin. Bon. Non, mais les victimes des accidents du travail, mais on sait qu'il n'y a pas toujours un recours à la justice. Non, mais je suis parfois plus là pour se plaindre. Oui, non, mais voilà, mon point c'était seulement de dire que cette notion de seuil qui permettrait de définir ou d'arrêter, on va dire, le travail, hein, finalement, pour beaucoup de risques professionnels, il n'est pas clairement défini dans la loi. Et il n'y a pas de droit de retrait non plus en France, en tout cas, des salariés pour température extrême. Ça n'existe pas dans la loi. Il y a un droit de retrait général qu'ils peuvent faire valoir dans ce cas-là, je pense. La loi ne spécifie pas précisément des conditions de température, mais si c'est des conditions qui menacent leur santé, alors ils ont ce droit de retrait qui leur serait reconnu. Mais voilà, il faut s'engager après dans une bataille juridique, on est d'accord. C'est pas facile. Oui, oui, d'accord avec ça. À moins d'action collective, mais bon, on entre dans un autre registre.
Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je voulais remercier très, très chaleureusement Jean et Alix Roumaniac pour leurs brillantes interventions. Je pense qu'on va pouvoir revenir vers vous si vous voulez bien pour un suivi. On essaiera de faire des cycles sur ces questions-là au fur et à mesure que les travaux seront publiés. Et je voulais aussi remercier beaucoup les participants pour leur présence et vous dire à très bientôt pour d'autres. Sauf si Shaima voulait dire quelque chose, peut-être. Non, ça va? Non, pareil, remercier oui, Fabienne, je vous Fabienne. laisse la parole. Voilà, oui, j'avais juste une petite chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Clara tout à l'heure. En cas d'accident du travail, généralement, il y a souvent une enquête de police, de gendarmerie. L'inspection du travail vient souvent quand même sur le chantier et regarder ce qui se passe. Donc, en fait, non, c'est quand même très contrôlé, surveillé. Et puis, la cotisation accident du travail de l'entreprise morfle dans ces cas-là. Donc, on doit établir toutes les responsabilités. Voilà juste ce que je voulais préciser. Mais on est sur de la réparation, c'est bien ça le problème. Oui. Oui. Mais ça, c'est souvent quand c'est trop tard. L'inspecteur du travail Voilà. que j'ai eu me disait que c'est que quand il y a des morts que la police les informe, en fait. Parce que la plupart du temps, ils ne sont même pas informés. Ça passe à la caisse de sécurité sociale et ils n'ont pas de retour. Donc, c'est en cas d'accident mortel. Oui, là, il y a une enquête. Non, pas forcément. J'ai un cas récent où une oui. personne est tombée dans une trémie, a eu des doigts arrachés. C'est quand même assez grave pour travailler pour la suite. Il y a eu systématiquement une enquête de gendarmerie, de police, inspection du travail. Tout le monde a été mis dans la boucle. Donc, c'est très, très, très surveillé quand même. Ah, peut-être pas tous systématiquement, mais pour les accidents dits mineurs, mais c'est quand même très, très surveillé. Merci. Je vous en prie. Tu voulais dire encore quelque chose, Shaima? Sinon, on va pouvoir conclure. Non, j'étais juste en train de remercier Alix et Kevin pour leurs interventions. Donc, Shaima qui travaille pour Natura Science, entre autres. Très bon site d'information. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous et à très bientôt. Vous trouverez en ligne le lien du webinaire qui a été enregistré pour revenir. Ou éventuellement, si vous avez besoin de compléter avec les orateurs, n'hésitez pas. Ils seront ravis de répondre à vos questions. Merci à tous. À bientôt. Merci encore pour l'invitation. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.